Alors avant de vous laisser regarder cette exposition que nous avons préparée, je vais donner la parole à une personne membre de notre syndicat, mais aussi membre de l'Institut d'Histoire Sociale de notre fédération. Alors même si je sais qu'elle n'aime pas trop les remerciements publics, il faut bien le dire, sans elle, cette exposition n'aurait pas eu ce niveau de qualité. Alors il y a plusieurs semaines qu'elle ne dort plus beaucoup, qu'elle passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. La plus grande joie de son mari qui pendant ce temps-là est bien tranquille, nous a-t-il dit. Mais je sais qu'elle est aussi impatiente de vous présenter le travail qu'elle a réalisé. Je vous demande d'applaudir Pascal Soulard, qui va vous donner quelques éléments sur votre exposition. Madame la députée, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers camarades. En préambule, je veux remercier les archives historiques nationales de la SNCF, les archives départementales, les archives municipales, Monsieur le maire pour son partenariat, les services de la ville du Mans pour l'excellent travail de restitution de notre exposition, Jérôme Legrand pour la coordination, un merci tout particulier à Jean-Paul Rouland pour sa disponibilité, à Claude Courant et à son équipe pour la reproduction. Je remercie aussi mes relectrices, que sont Carmen et Christiane, et enfin les cheminots qui ont bien voulu répondre à mes questions. Ça a été dit, mais je vais le répéter, connaître d'où l'on vient pour mieux appréhender l'avenir, c'est en effet ainsi que le syndicat CGT des cheminots saisit les vêtements du centenaire pour se rappeler son histoire sociale afin d'écrire ensemble une nouvelle page. Cette exposition retrace 100 ans d'histoire des ateliers du Mans, 100 ans d'histoire de femmes et d'hommes, une histoire cheminote singulière en effet. Parfois auteurs, acteurs, décideurs ou façonneurs, ils ont tous laissé à leur manière traces, marques, griffes dans cette aventure. Tous les éléments qui sont exposés ici sont concordants soit avec des archives ou à des recherches d'historiens à travers leur ouvrage, et là c'est un clin d'œil que nous rendons encore à l'histoire en démontrant, si c'est encore nécessaire ou utile, l'importance fondamentale de la conservation des archives. Ce voyage dans le temps ouvre une surprenante fenêtre sur la vie des femmes, des hommes, des ateliers bien sûr, mais pas seulement. Vous pourrez voir ici des enfants au jardin, le café du Père Moreau, les gérants du restaurant coopératif des cheminots, de jeunes apprentis sur le stade. Les ateliers du Mans appartiennent en effet à un ensemble ferroviaire dont l'origine remonte à mai 1854. Date de l'arrivée au Mans et de l'inauguration de la ligne Paris-Le Mans. Le réseau de chemin de fer se développe rapidement. Il ne cesse de s'étendre. De la curiosité du chemin de fer balbutiant, très vite, le rail va jouer un rôle déterminant de développement dans notre pays. Pour mémoire, la veille de la mise en fonction du chemin de fer, en 1840, Le Mans comptait 25 000 âmes. La ville n'avait pas encore annexé les communes voisines de Saint-Pavin-des-Champs, Saint-Georges-du-Plain et Pontlieu. Un siècle plus tard, la population était passée à 112 000 habitants, ce qui donne une idée de la transformation occasionnée par l'avènement du chemin de fer. Les installations en gare du Mans, notamment les voies, les quais de chargement et de déchargement des marchandises, vont se révéler bien vite insuffisantes pour faire face au développement du trafic consécutif à l'évolution commerciale et industrielle de la région. Nous sommes là encore à bien des années avant l'avènement de l'automobile. En 1907, des études vont être entreprises par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest dans le but d'installer une gare de triage pour remédier à l'embouteillage de la gare. On parle alors de Champagné. Après bien des débats et tergiversations, parce que l'histoire ne fut pas facile, les faux-fuyants des compagnies, c'est finalement le réseau des chemins de fer de l'État qui vient de racheter la Compagnie de l'Ouest qui mènera ce projet à son terme. Non sans l'obstination d'un maire, Louis Leguet, qui conclura à démontrer qu'aucune des initiatives qu'il pourrait prendre ne saurait autant contribuer à la prospérité de la ville du Mans. Ainsi, la gare de triage, le dépôt des locomotives et les grands ateliers de réparation, de voitures à voyageurs et de wagons, seront édifiés dans le faubourg de Pontlieu, sur un emplacement libre longeant la ligne Le Mans-Tours,
au sud-ouest de la ville, au lieu dit Le Maroc. Les ateliers vont être construits donc entre 1912 et 1914, mais ils seront déjà réquisitionnés comme entrepôt par l'armée anglaise. Et c'est en 1917 que seront réalisées les premières réparations de wagons. C'est aussi en 1917 que l'école d'apprentissage du réseau de l'État ouvrira ses portes. Très vite, l'intérêt de former pour les ateliers et les dépôts des ouvriers qualifiés, instruits, plus spécialement entraînés à l'entretien du matériel du chemin de fer, se faisait déjà sentir. Une telle formation offrait d'ailleurs au service de l'attraction l'avantage de pouvoir recruter un excellent personnel de conduite parmi les ouvriers anciens apprentis. Nos premiers cheminots de l'atelier sont tourneurs, forgerons, agisseurs, chaudronniers, piqueurs, chauffeurs, menuisiers, inventeurs aussi. La vie de ces premiers cheminots de l'atelier était bien différente de celle d'aujourd'hui, vous vous en doutez, mais elle était différente parce que ce petit monde à part était isolé géographiquement. Ici, en effet, sous vos pieds, imaginez la terre. Plus bas, la voie unique reliant Le Mans à Tours. 2 premiers bâtiments aux ateliers, un triage certes moderne, d'ailleurs le plus moderne du pays à l'époque, puis un peu plus bas, le dépôt de vapeur. Alors, il faut loger ces cheminots et au plus près de l'atelier. C'est ainsi qu'au début des années 20, 32 logements seront construits par le réseau des chemins de fer de l'État, dans la cité surnommée alors Caen-État, le long de la ligne de Tours, aujourd'hui devenue l'avenue de Bretagne. La création d'une cité-jardin sous l'impulsion de Raoul Dautry deviendra le cœur de la Cité du Maroc. Celle-ci répond en effet à la délicate question du logement des cheminots. Elle dessine les conditions d'une nouvelle société cheminote et de cette dernière découlera un ensemble de bienfaits qui bouleverseront les conditions de production, accroissement de la productivité, de la sécurité et augmentation de la responsabilité des agents. Sous-jacent, une tentation d'abolir les conflits capital-travail dans les chemins de fer. Mais allait naître l'identité cheminote. 1920, la première grande grève des ateliers, sur un mot d'ordre lancé de grève générale sur l'ensemble des réseaux, elle va durer 1 mois. Les cheminots revendiquaient alors, déjà, une échelle de traitement, un statut, la nationalisation des chemins de fer et la défense des cheminots menacés de révocation. Une anecdote. C'est à ce moment-là que je rencontre pour la première fois Henri Barbin, au détour d'une archive, puis d'une autre. Henri Barbin, cheminot du Mans. En 1917, il est secrétaire général de la CGT, puis révoqué à nouveau en 1920. Était-ce ce même personnage dont une des salles de la ville porte son nom, anciennement le Bouillon Barbin, dans le quartier de Pontlieu? Était-ce donc cet homme politique, conseiller municipal, député socialiste de la section française de l'Internationale ouvrière? Eh bien oui, c'est lui, Henri Barbin. Il était bien cheminot, syndicaliste. Nous avons vécu à ce moment-là un grand moment. Il est d'usage dans les ateliers d'aiguiser l'ingéniosité des ouvriers. Les cheminots sont invités à inventer outils, mécanismes, systèmes et nouvelles pratiques. Je cite, « L'idée directrice est de supprimer toutes les fois que la chose est possible la cause de fatigue. Pour mener à bien cette tâche, l'organisateur doit porter son attention sur 2 points principaux, les positions de l'ouvrier en fonction de l'effort à fournir et aussi l'outillage mis à sa disposition. Un exemple s'y compte, c'est un car qui peut transporter différemment selon les besoins, des lourdes caisses, des ressorts, des bennes basculantes. N'y voyez point de malice sur le transport du tonneau, c'est de l'huile. Le 31 août 1937, la SNCF est créée par convention entre les compagnies et l'État, et ainsi la Société nationale gérera les chemins de fer français à partir du 1er janvier 1938. Très vite, la guerre 39-45 va bouleverser profondément nos installations. Les bombardements alliés de mars 43, de mars et mai 44 causeront des graves destructions sur le site ferroviaire qui reçoit des centaines de bombes détruisant, endommageant la plupart des bâtiments. L'activité normale consacrée à la réparation des wagons et des fourgons
reprendra dès la Libération, mais la reconstruction complète des ateliers ne sera achevée qu'en 1958. À partir de 1946, débutera la première grande reconversion des ateliers, qui deviendront le Centre national Autorail, un grand atelier spécialisé dans l'entretien des autorails. Un autre grand tournant, je saute un peu l'histoire, un autre grand tournant en 1982 sera les conséquences de la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, qui concrétise la volonté gouvernementale de décentralisation et aménagement du territoire. Elle délègue aux régions les compétences, les moyens et la responsabilité de l'organisation des transports régionaux. C'est ainsi que la première convention se traduit par la modernisation de 21 autorails. C'est le début de 15 années de modernisation aux ateliers du Mans. Là, le savoir-faire et l'ingéniosité des cheminots se sont une nouvelle fois incontestablement révélés. Tout était à inventer. Aucun protocole n'existait. C'était une première. Après être passés par les mains des cheminots, les 4003 sont méconnaissables. Je suis à la diapo 30. Ça n'a pas dû passer. Le 21 décembre 1999, ce jour-là, les machines se sont arrêtées, l'émotion est immense dans les ateliers, les cheminots actifs et retraités sont rassemblés autour du dernier autorail révisé et modernisé par les camarades du matériel. L'X 4783 va quitter le bâtiment B, flambant neuf, vert émeraude, il part vers son dépôt d'attache qui sera Metz. Chacun ici a donné le meilleur de son savoir-faire, les anciens se souviennent, les jeunes veulent croire en d'autres histoires d'ateliers. Désormais, Le Mans sera un établissement de réparation des pièces réparables du matériel, mais c'est toujours des charges de travail et tant que subsiste le rail, bien d'autres charges peuvent être envisagées. D'autant qu'au fil du temps, les cheminots ont démontré leurs compétences, leur savoir-faire, leur volonté de faire face aux reconversions. Ils ne baissent pas les bras et manifestent leur mécontentement. Ces dernières années ont été terribles pour les cheminots de l'atelier. Annonce après annonce, les charges de travail ont été retirées. Les ateliers se vident les uns après les autres. Ce sont des instants moralement très difficiles à vivre pour les femmes et les hommes. L'annonce de fermeture des ateliers fin 2013 ne passe pas. Suite à la pression des cheminots, des élus locaux, régionaux, la SNCF revient sur sa décision de fermeture, mais maintient le principe d'arrêt de réparation des pièces réparables du matériel. Mais tant qu'il y a de la vie dans les ateliers, on peut imaginer la suite. De cette incursion dans l'histoire rapide, ressort les savoir-faire des cheminots, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ils ont toujours su s'adapter aux nouveaux matériels, aux changements technologiques et aux évolutions des méthodes de travail, non sans donner de la voix, certes, pour préserver l'emploi, améliorer les conditions de travail et au fond continuer à faire vivre le service public ferroviaire pour la satisfaction des besoins de transport des usagers. Réparer continue à être la bonne idée durable. Pour l'homme, c'est des emplois. Pour la planète, c'est la préservation des ressources. Travailler au plus près contribue à répondre aux besoins de réactivité, à sauvegarder la vie locale. Et si en bien des moments tragiques de notre histoire, les cheminots ont su trouver ensemble avec les élus, usagers, citoyens des réponses, nul ne doit douter alors que notre site ferroviaire Manceau non seulement survivra, mais se développera. Les cheminots des ateliers ont su me surprendre et m'étonner. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder cette exposition comme j'en ai pris à la réaliser. Je vous remercie.